Bienvenue dans l'Interviews, l'émission où la parole est donnée à tous. Aujourd'hui, l'invité de l'Interviews est un jeune entrepreneur qui a monté sa société dans le bâtiment en 2014. J'accueille donc Demba Silla. Bonjour Demba, Bonjour, bienvenue dans l'Interviews. Bonjour Yous, ça va? Ça va, merci. Merci en fait de m'avoir invité à la radio Blackout. On est très heureux de t'accueillir. Alors Demba, je l'ai dit en introduction, tu es un jeune entrepreneur, donc tu as monté ta société il n'y a pas très longtemps. Est-ce que tu peux nous en parler un peu, s'il te plaît? En fait, j'ai une société en fait avec un associé que je salue au passage, qui est Cap-Verdien Guinée-Bissau. D'accord. En fait, on a monté une société et ensemble, à la base, moi, je travaillais. J'ai une notion un peu de comptabilité. J'ai travaillé un peu dans les banques, les assurances. Et par la suite, en fait, je me suis dit, bon, j'aimerais bien être mon propre patron. Il fallait essayer, quoi. Et mes parents m'ont dit, je te conseille pas. Les gens aussi m'ont dit, je te conseille pas. Moi, j'ai foncé. Et justement, alors, qu'est-ce qui motive à devenir entrepreneur? Surtout que là, tu es en train de me dire, tu n'avais pas, on va dire, l'aval de ta famille, d'une certaine manière. Ce qui m'a poussé, c'est... en fait, je me rends compte que ouvrir une société, une structure, c'est avoir beaucoup plus d'autonomie. C'est vrai que c'est très difficile. Il y a beaucoup de contraintes jusqu'à aujourd'hui encore. On voit que c'est pas simple. Mais ça a quand même permis d'avoir beaucoup plus d'autonomie par rapport à la famille, par rapport... ça c'est beaucoup plus ouvert, c'est beaucoup plus structuré. Et je trouve que ouvrir une société, en fait, je conseille vivement aux jeunes en fait, d'essayer d'entreprendre. Après, c'est pas donné à tout le monde, bien entendu, mais je pense que c'est une très bonne chose. Et je pense que c'est quelque chose vraiment que par la suite, ça peut aboutir à beaucoup de choses. Des relations, on peut avoir des relations, connaître d'autres secteurs. Par exemple, moi, je suis entré dans le secteur de la rénovation d'intérieur et c'est pas du tout mon domaine à la base. Bah, justement, la rénovation d'intérieur, qu'est-ce que c'est pour nous? Pour ceux qui ne savent pas, qu'est-ce que c'est que la rénovation d'intérieur? Bon, en fait, nous, on travaille beaucoup avec tout ce qui est assurance ou particulier ou agence immobilière. On fait les travaux en fait des particuliers, des gens qui vivent dans les logements. Une fois qu'ils sont partis du logement, ou s'il y a un dégât des eaux, ou s'il y a un incendie, nous on intervient derrière, on refait le carrelage. S'il y a un dégât des eaux, si on fait la peinture. Il nous arrive aussi également aussi de faire tout ce complet, l'électricité, tout ce qu'ils ont su. D'accord. Euh, Tu es entrepreneur, il y a une difficulté, je pense, j'imagine, c'est que quand on est salarié simple, on a 35 heures, on a un contrat classique. Un entrepreneur comme toi, vous êtes que deux, tu m'as dit, vous avez combien d'heures par semaine chacun à peu près? Ben, on peut faire le double. On Le peut faire double. le double. Mais tu me dis, ça présente des avantages par rapport à la vie de famille. C'est quoi les avantages finalement? Bah, au début, on faisait le double, mais maintenant, on en fait un peu moins. C'est quand même intéressant. Est-ce que tu peux développer un peu? Bah, en fait, au début, comme c'est des débuts, que c'est difficile, on connaît rien. Et on connaît pas, excuse-moi. On connaît pas, c'est un peu compliqué. Donc, à partir de ce moment-là, quand on commence, en fait, on va dans le brouillard, quoi. Mais une fois qu'on commence à être un peu plus posé, qu'on commence à connaître la structure, qu'on est un peu organisé et qu'on voit comment ça se passe, là, c'est beaucoup plus simple. Ça veut dire que on sait, par exemple, de telle heure à telle heure, il faut faire tels travaux. On peut envoyer un salarié sur le terrain. Ils peuvent aller à notre place. Et nous, en ce moment-là, on est un peu plus libérés, quoi. Bon, après, on doit continuer encore à persévérer pour chercher d'autres contrats, à essayer de s'étendre ailleurs ou à faire autre chose. On peut pas rester Et juste comme ça, hein. un chantier, un exemple de chantier, un exemple de contrat un peu original que tu as eu à faire ou qui t'a demandé, toi, vraiment de te surpasser intellectuellement, d'avoir de l'imagination. Alors moi, je te dis vraiment ce qu'il en est, hein. Nous, on a peur de rien. On a vraiment peur de rien. Quand je dis ça, c'est exemple, là, incessamment sous peu, on a fait un chantier dans le 45. C'est une réhabilitation. Alors qu'à base, nous, on fait de la rénovation. Réhabilitation, c'est-à-dire vraiment, faut casser tout. Et vraiment, sur plan, faut tout refaire. On l'avait jamais fait. Donc, c'est-à-dire il y a des normes, il y a des choses, eh ben, on apprend sur le tas. Donc, c'est des risques qu'on prend. On peut y laisser des plumes, mais on y va. On va dire, pour toi, alors on va essayer de faire un truc simple. Tu vas me donner trois bonnes raisons de devenir auto-entrepreneur et trois risques qu'il faut connaître quand on devient auto-entrepreneur. Bonne raison d'être entrepreneur, déjà, on a beaucoup plus d'autonomie. C'est-à-dire que, exemple, si demain on doit partir au travail et que notre enfant est malade, si on est entrepreneur,
On n'a pas de problème d'aller voir, d'appeler le patron pour dire je peux pas venir aujourd'hui. Si on veut partir en vacances également, c'est la même chose. On est plus, on a beaucoup plus de temps pour la famille, pour les amis et même pour soi-même. Donc ça, c'est déjà une bonne chose. De deux, ça permet aussi d'avoir une certaine notoriété, même si c'est juste le nom, de dire que je suis chef d'entreprise et que ça fait quand même plusieurs années. La personne en face de vous ne vous regarde pas de la même chose qu'on dit je suis ouvrier. C'est la vie, c'est un constat. Et de trois, ouvrir sa société aussi permet aussi d'avoir plus de contacts, de connaître beaucoup plus de monde et d'être ouvert à beaucoup d'autres choses. Et maintenant, on va aborder les fameux 3 risques. Donc ça veut dire quelqu'un qui aujourd'hui est salarié ou quelqu'un qui sort de ses études, à quoi surtout il doit faire attention quand il monte sa propre société. Il faut qu'il fasse surtout attention à ne pas prendre des trop gros risques. Parce qu'il ne faut pas en fait, se retrouver en fait, avec des dettes. Ça, je crois que c'est vraiment la chose la plus compliquée. C'est pas se retrouver avec des grosses dettes. C'est vraiment, faut pas prendre de risques. Je conseille aux jeunes, surtout de banlieue, des choses comme ça, de faire des prestations de service. Parce qu'on part de zéro et puis on peut monter à plus. Et on essaye de repartir à zéro. C'est-à-dire que si ça ne fonctionne pas, on va retravailler. Mais on ne repart pas à moins. D'accord. Un autre risque majeur, éventuellement? Ben, en fait, c'est vrai que quand on va dans un métier, il faut connaître, même si nous on fait l'amour du risque et tout, il faut quand même connaître où on va quand même. Il ne faut pas aller quand même n'importe où. C'est-à-dire si je suis boulanger, je ne vais pas m'improviser en boucherie comme ça. Voilà, il faut quand même avoir comme ça, faire des formations, avoir des notions. Il faut prendre des risques le plus jeune possible, quoi. D'accord. Tu es actuellement dans une association qui s'appelle Amana, d'accord? Oui. Mais avant que tu nous en dises plus, on va tourner une petite pause et on va regarder pendant celle-ci une vidéo. Je m'appelle Ousmane, je suis orphelin. J'ai perdu mon papa et ma maman alors que je n'avais que 5 ans. Ma tante Khadija est pauvre et ne peut pas m'accueillir chez elle. J'ai toujours voulu être comme mes amis, porter des beaux habits, aller à l'école et devenir un grand monsieur demain. Comme ça, je pourrais aider ma tata Khadija. Mais malheureusement, c'est dans la rue que je passe mes journées. J'y passe même parfois la nuit. Je demande un peu de sous aux gens pour pouvoir manger, m'acheter des habits et aussi des bonbons. Mon rêve est de devenir médecin, aider les gens, sauver des vies et aussi sauver tous les enfants comme moi. J'ai fait beaucoup de Dora et un jour, Allah m'a répondu. J'étais très content et Tata Khadija aussi. Enfin,
mon rêve va pouvoir se réaliser, Inch'Allah. On est de retour dans la deuxième partie de l'interview, c'est toujours avec Demba Silla. Ouais. Demba, ça va toujours? Ça va très très bien. Ça va, ben c'est le principal. On va parler maintenant un peu de l'association dans laquelle tu es. C'est l'association Amana, c'est exact? Oui, c'est cela. Alors qu'est-ce que ça signifie Amana? Amana, en fait, ça veut dire dépôt. Un dépôt, mais dans quel sens? Dans le sens je dépose mon enfant au travail? Non, c'est Ou dépôt, à l'école en fait, plutôt? c'est une grande responsabilité en fait. D'accord, Dépôt. exemple, je te prête de l'argent, je te confie un secret, je te fais un dépôt. Voilà, c'est un dépôt par exemple, vous me passez de l'argent et moi en fait je dois m'assurer de vous rendre cet argent-là sans n'en mettre aucun centime. D'accord. Et cette association, qu'est-ce qu'elle fait justement dans la vie? Eh ben, en fait, elle s'occupe d'orphelins. Parce qu'en fait, il y a un constat en fait, qui est en Afrique surtout, bon, même au Sénégal, hein, parce que je suis de là-bas, je suis originaire de là-bas. Il y a beaucoup d'enfants dans les rues qui sont abandonnés, maltraités. C'est vraiment des situations quand même qui sont vraiment très alarmantes. Et moi, vraiment, ça m'a vraiment fait mal quand j'ai vu ce genre de situation. Donc, quand des gens en fait du Sénégal, enfin des frères en fait, des amis, se sont mobilisés en fait pour essayer de faire quelque chose, je me suis dit bon, c'est peut-être une goutte Dans l'océan. dans l'océan, mais c'est toujours mieux que rien. C'est assez intéressant ce que tu es en train de raconter. On s'occupe d'orphelins. Pourquoi les orphelins? Pourquoi pas avoir diversifié, par exemple, ce qui se fait beaucoup, le forage de puits, par exemple, vu il y a un problème d'acheminement d'eau potable aussi dans ces pays-là, j'imagine. Oui, bien sûr, mais on connaît en fait d'autres associations en fait qui s'occupent de ce genre de fléau. Une association qui s'appelle Sakiou, que je salue au passage. Il y a d'autres associations aussi, hein, Humanity ou d'autres que je connais, mais bon, moi, j'ai connu les enfants parce que j'aime beaucoup les enfants. C'est quelque chose qui me prend vraiment à cœur. Et vraiment, la situation, quand même, elle était tellement critique quand j'ai vu des problèmes qu'on a rencontrés que je me suis dit non, il faut que je me lance dans des assos. À la base, c'était pas mon truc du tout. Un exemple de problème qui t'a marqué vraiment? Ben, on peut trouver quand même des enfants en fait, qui se font violer ou qui se font vraiment maltraités, tabassés. Même, il y en a même, j'avais même entendu qu'il y avait des enfants qui sont décédés. D'accord, ouais, c'est assez dramatique quand même comme constat. C'est C'est catastrophique. une association qui existe depuis combien de temps à peu près? Depuis 2009, elle a existé. 2009. En fait, ouais, c'est des jeunes en fait qui sont venus ici, qui sont étudiants, qui ont décidé en fait de monter une association. Que je salue au passage le président, Monsieur Touré. Et 2009, toi, tu as rejoint cette association dès le début ou un peu après? Comment ça s'est passé? Juste un petit peu après. Bon, en fait, on a parlé en fait, c'est un peu de bouche à oreille. Et en fait, moi, ça m'a plu. Bon, j'ai parlé un peu au président, je l'ai un peu taquiné, je l'ai un peu essayé de voir est-ce que c'était bien, parce que bon, il y a des associations qui sont un peu, voilà. Et quand j'ai vraiment vu que le président, il avait l'air sincère et que leur structure avait l'air sincère, j'ai adhéré. D'accord, donc vous vous occupez d'orphelins, donc d'enfants. Concrètement, qu'est-ce que vous faites? En fait, on s'occupe d'enfants orphelins et démunis. C'est-à-dire que les orphelins, bah, il arrive qu'il y a un père qui est décédé ou une mère qui est décédée. Moi, nous, on les considère comme orphelins. Il y a aussi également aussi démunis, c'est-à-dire que c'est des parents en fait, qui ont des enfants mais qui n'ont pas de moyens de pouvoir subvenir à leurs besoins, tout ce qui est scolaire et vestimentaire, et pour les études également aussi, parce que bon, ça a un coût. C'est un coût, bien sûr. C'est un coût. Donc, vous vous occupez d'enfants. Aujourd'hui, c'est un peu un appel à l'adhésion que tu fais à cette association. Concrètement, ça nous coûterait combien, nous, de devenir adhérents? Ça peut aller de 1 centime à pi. Non, en fait, ce que je rigole par là, en fait, les gens en fait adhèrent dans cette association, ils donnent ce qu'ils peuvent. Donc nous, on a fait une association qui s'appelle le parrainage. C'est 54 € par mois, ce qui permet en fait de s'occuper d'un enfant, le nourrir, le vêtir, le loger et qu'il accède à des études. Et derrière, on peut avoir une certaine fierté de se dire, voilà, cet enfant a réussi, j'ai pu y contribuer quand même. C'est ça. Donc comme je disais, en fait, s'il y a des flammes et que moi demain je prends un verre d'eau et que je le balance dans la flamme, c'est pas grand chose, hein, mais c'est quand même un fait. Et si on est plusieurs à le faire, On peut réussir à éteindre c'est ça. le brasier. Et je pense que c'est ça qu'il y a comme problème aujourd'hui, c'est que les gens, en fait, ils comptent toujours sur les autres. Et ils laissent toujours la place aux autres. Ils vont dire, ouais, par exemple, c'est la faute du président, c'est la faute des parents, c'est la faute des... Mais il faut qu'à un moment, on arrête de se dire, on se serre les mains, ou qu'on serre les coudes et qu'on se dise, non, on va y aller. Il y a un problème, on essaie d'éteindre ce problème. Et il faut qu'on le fasse par nous-mêmes. Il ne faut pas qu'on attende des autres. Et cette fibre un peu
de spontanéité, c'est pas ce qui est un peu ce qui t'a poussé à faire de l'entrepreneuriat, d'entreprendre toi-même. Ça aussi avec. Ça aussi avec. Ça aussi. Et cette association, un peu donc vous entreprenez un peu des choses que certains ne veulent pas entreprendre. Cette association agit sur quel secteur au Sénégal? Nous, on est dans la banlieue en fait de Dakar, D'accord. dans une banlieue un peu reculée, mais on avait commencé avec 12 enfants à l'époque, et là actuellement on a 150 enfants. Pour d'autres associations, c'est rien du tout, mais pour nous, c'est énorme. Donc 150 enfants qu'on prend en charge, qu'on fait de sorte que ça soit des hommes de demain et des femmes de demain. Parce qu'on n'apprend pas que des garçons, on prend aussi des filles. On a 2 bâtiments, on a un bâtiment pour les garçons et un bâtiment pour les filles. Et c'est nous-mêmes qui nous occupons de tout. On n'a pas de subvention, personne ne nous aide, on fait tout de nous-mêmes. Et le but, c'est que ces gens-là, ça deviennent des élites. Des élites, ça veut dire si demain il y en a un qui doit devenir ambassadeur du Sénégal à l'ONU, ce sera une fierté. Quelle fierté pour nous. Quelle Ce fierté sera une pour nous. certaine fierté Voilà. pour l'association Amana. Voilà, parce qu'en fait, ils aiment bien. En fait, bon, souvent, on voit à la télé des choses, on entend parler de beaucoup de choses qui sont très négatives, très néfastes. Et ça, ce serait vraiment une fierté de montrer que non, il n'y a pas que ce qu'on nous montre les médias. Il y a des choses qui se passent qui sont vraiment remarquables que font des jeunes. Moi, vraiment, quand je vois les gens de cette association, ça me touche. Ça fait 8 ans que l'association Amana existe. Mm. Aujourd'hui, quel premier bilan on peut tirer justement des actions de l'association? Est-ce qu'on a déjà quelques résultats positifs? On a des élèves qui ont commencé en CP, qui étaient dans une situation vraiment catastrophique. C'est des enfants des rues. Et aujourd'hui, ils arrivent quasiment en CM1 et ils ont des excellents résultats. Donc déjà, juste pour moi, ça déjà c'est une fierté. Ils savent lire et écrire. Ils savent compter, ils font du sport. Ils sont épanouis. Ils sont heureux. Un sourire magnifique. Que demander de plus? Le Sénégal est un pays francophone aussi. Oui. Est-ce que vous avez essayé de leur faire passer des contrôles qu'on a, nous, ici en France, tout simplement, pour voir un peu leur niveau par rapport aux enfants de la France? Bah, franchement, moi, de ce que j'ai vu, les enfants de là-bas ont un meilleur niveau que les enfants d'ici. Ah bon? Ah oui, c'est pour ça que même moi, il y a des moments, quand je pense à mes enfants, je me dis, oula, je crois qu'on va aller là-bas parce que le niveau là-bas est largement élevé par rapport au nôtre. C'était la note d'espoir pour finir cette émission. Demba, on arrive au terme. Si tu veux saluer quelqu'un, je t'en prie, il n'y a pas de problème. Moi, je salue tous les membres de l'association, je salue toutes les associations qui essaient de faire du bien, qui sont vraiment sincères. Je salue au passage aussi tous les amis et je sollicite en fait les gens qui peuvent nous aider par n'importe quelle manière que ce soit. Parce qu'il y a déjà des gens qui nous ont déjà prêté main forte et franchement, je vous sollicite à venir nous rejoindre, à nous aider, à adhérer. Vous pouvez venir sur le site qui s'appelle www.senamana.com et voilà. Voilà, je te remercie Demba. Merci. C'était l'interview avec Demba Silla concernant l'association Amana au Sénégal. Merci de nous avoir suivis et on se dit à très bientôt.